Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Et bon mercredi midi tout le monde. Bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre et Valérie Dionne en co-animation à Côte-Nord Attitude. Bonjour Valérie. Allô Jean. Bon, 3 jours de pluie. On va planifier en conséquence. Oui, exactement. On va vivre avec. Exactement. Mais ce qui est ça doit plate, faire du bien c'est que, c'est sûr que ça fait, quoique, un matin, j'en parlais, là, il y a comme trop eu de pluie puis il va y avoir de la mouche cet été. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Mais ce qui est plate, que ça va être un gros hiver de mouche. Ouais, ce qui est plate, un été de mouche. Oui, un été de mouche, oui, s'il vous plaît. Mais ce qui est plate, c'est qu'il y a Beauce Carnaval qui est en ville à partir d'aujourd'hui. En tout cas, on a toujours le temps, là, que ça change encore les pronostics météo, là. Ouais, des fois il y a des petits trous dans des journées de pluie aussi là où c'est moins pire, où il y a pas d'averse non plus. Alors c'est à surveiller, on peut voir ça sur internet d'heure en heure, notamment sur Météo Média. Ce midi à Côte-Nord Attitude, on va revenir sur la situation des 6 résidents de Place McCormick à Port-Cartier. C'est Robin Boucher qui est avec nous en entrevue dans quelques instants. Quand même très déchirant de se faire dire qu'il faut quitter sa maison, même si on a des options, même si c'est ce qu'on pourrait appeler des offres raisonnables, c'est bouleversant. Il n'y a pas juste les gens de Place McCormick qui le vivent, il y a des gens qui l'ont vécu en 2010 à Clark City. Il y en a d'autres qui sont en plein dedans également à Galix et Clark City suite à la tempête du 30 décembre. Là, l'érosion des berges se poursuit et il y en aura fort probablement d'autres, là, des chalets comme des résidences permanentes au cours des prochaines années, un peu partout sur la Côte-Nord et sur les 2 rives du Saint-Laurent. On parle de tout ça avec Robin Boucher. Donc, lui, il est les 6e, si on veut, là, sur la série de 6 maisons qui se retrouvent maintenant dans une zone trop à risque. Sa situation est un peu moins préoccupante que ses 5 voisins. Donc, lui demande une dérogation. On va parler de tout ça avec lui, de l'érosion des berges et ses conséquences. Là, il suit la situation de très près depuis une vingtaine d'années. Robin Boucher, citoyen de Place McCormick, qui sera avec nous à 12h15. Il y a eu une activité intensive de recrutement qui a connu beaucoup de succès. On en a été surpris du côté du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. Il y avait quand même une certaine pénurie de personnel, là, des postes à combler. Et là, on a des candidatures en bonne quantité. On va voir comment on gère ça, comment s'explique cette pénurie de personnel avec une responsable des ressources humaines au 6 Côte-Nord. Il s'agit de Vicky Lapierre qui sera avec nous en entrevue vers 12h30. On parle aussi d'une belle journée d'activité pour le milieu de la littérature samedi. Oui, tout à fait. C'est la journée des libraires indépendants qui va se dérouler samedi. Et chez nous, on en a un libraire indépendant qui fait partie de ce réseau qui s'appelle Les Libraires et c'est la librairie Côte-Nord à Place de Ville. Donc, la propriétaire Valérie Moret va être avec nous pour jaser justement de cette belle journée-là qui a comme thème « Vos auteurs vous font une fleur ». Il y aura plein d'auteurs nord-côtiers qui seront là, qui vont remettre des fleurs aux clients. Il y aura une activité pour les jeunes aussi. Puis on veut vraiment remercier la clientèle. Hyper important d'avoir des librairies indépendantes, en tout cas, selon moi. Donc, on pourra jaser de tout ça. Puis un petit peu du milieu du livre. Là, comment ça va le milieu du livre en 2017? On avait bien peur des livres électroniques, mais je pense que finalement, la menace c'est pas trop là. J'aime pas trop ça non plus. Moi, puis ça remplit pas bien une bibliothèque. C'est moins beau un peu. Fait que, bref, on pourra en jaser avec Valérie Morel de la librairie Côte-Nord à 12h40. Et la journée, c'est samedi, donc à Place de Ville, toute la journée ou en après-midi? Ça sera... je pense que c'est surtout l'après-midi. Ouais, écoute, ce sera probablement pas mal toute la journée. Il y a beaucoup d'auteurs quand même qui seront présents. Je sais qu'il y a un horaire préétabli. Valérie pourra nous en parler plus tard. Bon, et en fin d'émission Côte-Nord Attitude, une chronique économique bien intéressante. Rossel Tremblay de Développement économique Sept-Îles s'est rendu la semaine dernière au salon de la vallée de l'aluminium à Saguenay. Bien sûr, il s'est mis à jour là toute l'information sur le marché de l'aluminium. C'est très mondial. On a quand même des centaines d'emplois ici à Sept-Îles et des milliers sur la Côte-Nord qui dépendent de cette industrie mondiale de l'aluminium là. Alors, on va faire le point là-dessus. Les avantages qu'il y avait
avait le Saguenay pour la transformation avec la vallée de l'aluminium. C'est en train de disparaître complètement, ça, les crédits d'impôt et tout ça. Alors, Russell Tremblay va nous informer de ça. La chronique économique en fin d'émission Côte-Nord Attitude. Avant cette série d'entretiens sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. D'abord, les enquêteurs de la police de Québec multiplient les démarches pour tenter de retrouver Maximilien Frenette, le jeune homme de 19 ans originaire de Sept-Îles et porté disparu depuis la nuit de jeudi à vendredi. L'enquête a permis de recueillir peu d'indices jusqu'à maintenant. Le jeune homme demeure à Québec depuis près d'un an. Toutes les hypothèses sont étudiées, que ce soit la disparition volontaire, le malaise, l'accident ou l'acte criminel du côté du service de police. La police a érigé un poste de commandement mobile dans le parc Saint-Roch. Des policiers ont vérifié les endroits clos et les secteurs où le jeune homme aurait pu faire une chute. Ils n'ont pas retrouvé non plus la planche à roulettes que Maximilien Frenette avait entre les mains. Il a été vu pour la dernière fois le 26 mai vers 3h30 à l'intersection du boulevard Charest et de la rue de la Couronne. Il devait marcher jusqu'à sa résidence du sud de Charlesbourg. Aucun signal cellulaire ni transaction financière n'ont été enregistrés depuis. Le gouvernement du Québec remet en place des mesures temporaires d'approvisionnement des communautés isolées de la Basse-Côte-Nord que le navire de desserte ne peut pas rejoindre. Ainsi, Air Labrador réalisera des vols de Natashquan vers les aéroports de la Basse-Côte-Nord et un voyage de denrées par camion se rendra à Blanc-Sablon par la 389 et la Trans-Labradorienne. Le Bella des Gagnés accuse 72 heures de retard et les glaces l'empêchent d'accoster dans certains ports. Il navigue vers Rimouski. Il chargera aussi de la marchandise à Sept-Îles demain matin avant de reprendre le fleuve jusqu'à Blanc-Sablon. Le retard est entièrement dû aux conditions hivernales de navigation et la présence de glace le long de la côte du Québec entre Tête-à-la-Baleine et Terre-Neuve. Le ministre Pierre Arcan a convoqué la presse dans le foyer de l'Assemblée nationale à Québec cet après-midi pour des annonces dans le secteur minier. Il sera accompagné de l'équipe de Mines Arnaud, mais il ne s'agit toutefois pas de l'annonce de la mise en chantier de la mine d'apatite de Sept-Îles. Selon la porte-parole de l'entreprise, Émilie Paquette, les récentes démarches avec le troisième partenaire financier et opérateur pour la mine sont très positives. Une annonce est prévu d'ici un mois. Le ministre de l'Énergie, des Ressources naturelles du Plan Nord et de la Côte-Nord, Pierre Arcan, a animé le débat concernant Mines Arnaud sur son site Facebook récemment. Plusieurs internautes questionnent le ministre qui, le 18 mai, se réjouissait sur son site Facebook de l'appui obtenu à Sept-Îles de la part du regroupement des citoyens pour Mines Arnaud. La directrice de la Corporation de l'environnement de Sept-Îles, Stéphanie Prévost, par exemple, lui rappelle que le ministère de l'Environnement n'est pas venu présenter son décret autorisant le projet de mine d'apatite. Pour sa part, le porte-parole de la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine, Hugo Lapointe, sur nos ondes hier, rappelait qu'il persiste des inquiétudes dans ce dossier, notamment sur les risques de glissement de terrain. Selon lui, le projet Mines Arnaud est trop peu rentable économiquement, ce qui incitera l'entreprise à négliger ses responsabilités de protéger l'environnement. La CSN croit que le récent recrutement massif de personnel par le CI3S Côte-Nord démontre que le gouvernement a trop coupé dans le réseau de la santé. Le président de la CSN Côte-Nord, Guillaume Tremblay, remarque que l'austérité est loin d'être terminée. Il croit que les effets des coupures libérales réalisées pendant les 2 premières années au pouvoir du gouvernement Couillard vont se faire sentir pendant plusieurs années par les utilisateurs du réseau de la santé de la Côte-Nord. Le président de la CSN Côte-Nord estime que les travailleuses du réseau ont vécu beaucoup d'épuisement en raison des mesures d'austérité imposée par le ministre Gaétan Barrette. Pour sa part, la chef des ressources humaines au Centre intégré de santé et de services sociaux Côte-Nord, Vicky Lapierre, soutient qu'un réseau regroupant 3600 employés doit demeurer proactif dans le recrutement. Rappelons que le CI3S a réalisé une activité intensive de recrutement qui a permis de recevoir 108 candidatures à Bécomo et 102 à Sept-Îles.
Le syndicat représentant les employés de TVA Est du Québec s'inquiète pour l'avenir de l'information régionale. Son contrat de travail sans contrat de travail, depuis décembre 2015, les 2 employés de TVA à Sept-Îles ont participé à une activité syndicale hier midi. TVA a aboli au cours des derniers mois un poste de journaliste à Rimouski et un poste de chroniqueur culturel, celui qu'occupait l'ancien Sétilien Éric Barrette. Le syndicat SCFP, qui regroupe les employés de TVA à Rimouski, Baie-Comeau et Sept-Îles, réclame le maintien d'une information locale de qualité. Hier, on a parlé à cette émission au vice-président du syndicat, Richard Labelle. Les citoyens de l'Est du Québec ont droit d'être informés de ce qui se passe dans leur région, croit-il. Le CRTC l'a reconnu d'ailleurs lors du renouvellement des licences des stations du groupe TVA. Le reflet local en matière d'information est une obligation imposée aux conditions de licence du réseau de télé. Voilà, ça complète ces actualités régionales. On s'entretient avec Robert Boucher dans quelques instants. C'est un des 6 résidents de Place McCormick directement touchés par l'érosion des berges. Le ministère de la Sécurité civile leur suggère, leur demande de déménager. Attitude. Parole de vrai mangeur. Moi, les crevettes, m'attannent pas. Pour ses 50 ans, Mike's vous offre les crevettes de Matane, du Pacifique et de l'Argentine dans vos plats Mike's préférés. Essayez-les pour un temps limité. Toujours Mike's. Quand vous entrez dans une pharmacie affiliée à Accès Pharma chez Walmart, vous n'entendez pas de « OK, le 7e appel se mérite une paire de billets pour le super méga cool Hot Beach Party avec nul autre que MC Gino. » Non, vous entendez seulement vos pharmaciens vous donner les meilleurs conseils et en plus, ils peuvent maintenant prescrire un médicament pour certaines conditions mineures. Les pharmaciens propriétaires affiliés à Accès Pharma chez Walmart, du service, de la santé et rien d'autre. Les pharmaciens propriétaires sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie. Trouvez votre prochain camion chez Pascal Automobile. Les camions GM vous attendent en grande quantité pour un choix et un prix qui vous convaincront. Et en mai, profitez d'un taux de financement de 0% à l'achat ou à la location ou de rabais à la livraison jusqu'à 10 500 $. De plus, grâce au marché américain, votre véhicule actuel vaut peut-être plus cher que vous pensez. Venez nous le montrer pour une évaluation maximale. Où ça? Chez Pascal Automobile. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Je m'entretiens avec un des 6 résidents de la rue Place McCormick qui se retrouve dans une zone à risque et à qui on demande de déménager. Il y a eu une rencontre avec les représentants du ministère de la Sécurité civile il y a une quinzaine de jours. Robin Boucher demeure au 34 Place McCormick et regarde les offres du ministère et aimerait avoir une dérogation finalement. Il y a 2 options sur la table pour ces 6 citoyens victimes de l'érosion des berges. Monsieur Boucher, bonjour. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre. Monsieur Boucher, là, vous êtes d'un cas particulier. En fait, vous êtes un peu la 6e maison là, de la section qu'on considère comme une zone à risque. Hein? Oui, exactement. Donc, vous n'avez pas perdu trop de terrain, vous, au cours des 20 dernières années. C'est un peu différent, votre situation, de vos voisins, là. Oui, exactement. Moi, c'est un peu différent parce que j'aimerais vous préciser que dans le secteur, dans cette baie-là, où ce qu'il y a eu anciennement, en 84, de l'enrochement qui a été fait, ça a créé de l'effet de boue. Et puis, moi, tous mes voisins, là, les 5 autres, ils ont vraiment eu un impact au niveau là, de la destruction du terrain suite aux érosions. Et puis moi, la force des marées fait en sorte que dans mon secteur, il y a beaucoup moins d'impact parce que ça s'en vient en diminuant vers chez moi. Donc, pour vos voisins, là, c'est incontestable. Je pense que y a personne... Moi, j'ai vu la situation, là, entre autres, de M. Lelièvre et de même une maison là, que c'est rendu sa galerie, une piscine qui est tombée. Oui. Pour eux, c'est incontestable. Là. Ils n'ont pas vraiment le choix. Hein? Non, eux, ils n'ont vraiment pas le choix. Là. C'est certain que ce qui est dommage dans cette histoire-là, c'est que ça fait quand même de nombreuses années que mes voisins ont milité pour ils pilotaient le dossier pour faire en sorte qu'il y ait vraiment des actions pour enrayer cette situation. Et puis, je sais aussi que la municipalité ont travaillé aussi en collaboration avec le ministère puis avec l'environnement pour trouver une solution adéquate pour justement enrayer ce phénomène. Et puis, d'année en année, il
était question de plusieurs procédés et puis ça a fait qu'au fil du temps, il n'y a aucune action qui a été faite et puis que finalement, on est pris pour quitter nos emplacements. Oui, il y avait quand même eu des fonds là de voter à quelque part parce que l'an passé, on était allé en appel d'offres, on devait réaliser des travaux d'enrochement ou d'ensablement. Là, il y a eu des discussions avec un entrepreneur, on était plus sûr si c'était la bonne solution. Est-ce que vous pensez que ça aurait changé quelque chose si on aurait réalisé certains travaux d'enrochement l'an dernier? Ben écoutez, si on regarde un peu ce qui se passe au niveau là, de l'environnement, là, puis en Gaspésie, là, sont en train d'enlever des roches là, le long du littoral. Ils sont rendus à ce stade-là là, qu'ils se rendent compte qu'en ayant plus de roches, l'impact est beaucoup plus naturel au niveau des marées parce que ça fait un rechargement. C'est certain que ici, il y aurait eu de l'enrochement. Je suis rendu un peu dans le même avis que je ne crois pas que ça aurait été réellement la solution. Mais par contre, il y aurait pu avoir des actions d'année en année que ça aurait pu un peu enrayer ce phénomène-là. Mais je veux pas mettre le blâme sur qui que ce soit. C'est certain que la municipalité, elle a travaillé fort dans ce dossier les dernières années quand même. Mais on se rend compte que c'est sûr qu'au fil de toutes ces années, il y aurait eu vraiment des actions de fait. On aurait peut-être évité ce qu'on vit aujourd'hui. Mais c'est quand même, j'aimerais préciser que le Québec a été bâti tout le long du littoral, que ce soit côté sud, côté nord, et puis que les gens vivaient de la pêche, et puis avec des caboteurs à faire du transport maritime pour capable justement d'alimenter les villages ou les villes en devenir, puis que c'est un phénomène qui est même mondial, là, ce qu'on vit, parce qu'on sait très bien que les eaux vont augmenter, et puis à cause de la fonte des glaces, et les changements climatiques sont là. Moi, je n'irai pas à l'encontre de tous les spécialistes qui sont spécialisés dans ce domaine-là, puis qui arrivent avec des rapports, puis on dit que c'est ça. Moi, pour ma part, j'ai fait une dérogation. Je sais que ça peut être temporaire, 5 ans, 10 ans, 15 ans, on le sait pas, puis que je sais que je suis dans une zone à risque. Je sais qu'un jour, je vais être dans la même situation, je vais devenir un sinistré, mais j'ai des voisins aussi qui peuvent rester en ce moment, qu'un jour aussi, ils vont être sinistrés, ils vont être submergés par l'eau, parce qu'on sait très bien que c'est un phénomène qui est pas prêt d'arrêter. Ouais, puis de plus en plus au Québec, comme vous le dites, là, on va en entendre parler. Maintenant, actuellement, là, quand même, ça fait 20 ans que vous suivez l'évolution de la situation. Là, vous avez même pris des photos, vous avez gardé ça en archive. Est-ce que le 30 décembre, ça a été la pire tempête, quoi? Oui. C'est là où ce que ça fait le plus mal là, dans votre secteur? Oui, exactement. Écoutez, j'ai même parlé avec des personnes âgées là qui ont passé vraiment, qui sont venus au monde ici, là, qui ont dans les 80 quelques années, là, puis eux, ils n'ont jamais vu une tempête comme celle-là. Tous les éléments étaient là pour que ça devienne quelque chose là, de dramatique, parce que on n'avait pas de glace le long du littoral pour faire une protection naturelle, puis en plus les marées étaient très très hautes, toutes les conditions étaient là, il y avait la tempête de neige qui était au travers de ça, que l'eau, même ça faisait de l'eau très lourde, avec ça a fait une grosse impact, les vents, tous les éléments étaient là. Comme les planètes étaient toutes bien alignées là, pour vraiment avoir un phénomène comme celui-là, là. Et peut-être que ça peut se reproduire dans 50 ans, 25 ans, 5 ans, on le sait pas. Mais moi, pour mon cas à moi, c'est certain que si le ministère me dit, Monsieur Boucher, ça serait raisonnable de quitter votre endroit. Je sais que vous n'êtes pas attaqué, vous quittez votre endroit. À ce moment-là, écoutez, c'est sûr que je ne ferai pas une grève de la faim là, pour rester ici, là. Quand même une personne raisonnable. Mais par contre, je ne suis pas affecté en ce moment. Si on m'accorde un délai temporaire de 5 ans, 10 ans, on sait très bien que le programme du gouvernement existe pour les sinistrés. Alors, à ce moment-là, je l'utiliserai comme bien d'autres qui le sont réellement. En même temps, pas fou non plus. Là, le gars, il regarde ce qui se passe dans sa cour à chaque jour, puis il prendra pas de risque. Là. Il va sortir avant que la maison parte. Hein? Ah non, ben là c'est sûr et certain. Là. Je suis quand même une personne qui a toute sa tête est raisonnable. Puis si on me dit, écoutez, même là, en cas de prévention, on va me dire, écoutez, on comprend votre demande, mais si vous devez quitter, M. Boucher, je vais quitter, je vais me relocaliser. En tout cas, je resterai pas sur le terrain. Mais si, avec la demande que j'ai fait, qu'il y a une dérogation, puis que le jour que je serai sinistré, ben je partirai, puis qu'on me dit, oui, ok, c'est beau, modifiez un peu l'extrémité de votre terrain pour être similaire à vos voisins, qu'eux peuvent rester, ben je ferai une pente douce, je ferai quelque chose, puis en plus, je rajouterai des limes, des sables, s'il faut, pour faire un rechargement naturel. Dans le fond, ça vous amène beaucoup à étudier, hein, le dossier, l'érosion, les situations des berges. Il y en a pas vraiment de solution actuellement à travers le monde si on regarde ça. Hein? Il y a le maire de cette île qui parlait justement de les limes, des sables, garder
le plus des limes possible, mais on n'aura pas d'autre choix que déménager bien du monde qui sont trop proches du littoral actuellement. Ouais, ben écoutez, puis actuellement, et même dans le futur, on sait très bien que ça va coûter des milliards de dollars au gouvernement du Québec, tout ça, parce que toutes les infrastructures, on est toutes bâties autour du fleuve Saint-Laurent puis le Golfe, là. En même temps, c'est pas le fun ce qu'on vous offre, là. La rencontre, ça a dû quand même être assez chaud, là, avec le ministère de la Sécurité civile. On parle de vos habitations, de vos propriétés, de votre bien, hein, quand même. Est-ce que l'offre est raisonnable, d'après vous? Il y a quand même deux options, là, pour vos voisins? Ben écoutez, l'offre raisonnable, je vous dirais qu'il y a beaucoup d'exclusion puis d'inclusion dans tout ça, puis c'est certain que là, à l'heure actuelle, je peux pas vous donner de chiffres, mais si on regarde tous les bâtiments, tous les investissements qui ont été faits à l'intérieur, on a pratiquement toutes des maisons qui ont été rénovées à neuf, et ça coûte très cher, les matériaux coûtent très cher, c'est sur la Côte-Nord, plus cher qu'ailleurs, à cause du transport, puis bien d'autres raisons. Si on regarde tout ça, il peut y avoir un manque financier pour être capable de se réorganiser comme qu'on est là présentement, et puis à ce moment-là, on doit se réhypothéquer, ou si on est déjà full hypothéqué, je connais pas l'histoire financière de mes voisins exactement, mais s'il y en a qui ont vraiment des grosses hypothèques avec toutes les rénaux qu'ils ont fait, et puis qu'ils sont obligés de réhypothéquer pour être capables de se réorganiser, puis tout, il y en a même qui choisissent de tout abandonner puis s'en aller en appartement. Il y a des cas à l'heure actuelle à Rivière-Brochu, Galix, là, écoutez, là, le monsieur, il y en a un qui est rendu d'un appartement parce qu'il est obligé de recommencer à zéro. Oui, il y a une madame aussi qui m'a appelé là, justement concernant ton cas, parce qu'elle, en 2010, elle était dans la même situation que la tienne, puis elle se dit, aujourd'hui, elle pourrait encore être dans sa maison alors que certains voisins ont dû quitter. Là. Ça bouleverse une vie quand même, hein, ces choses-là? Ah, ça bouleverse une vie, ça désorganise, ça amène du stress, c'est de la déception aussi au travers de tout ça. Écoutez, je vous cacherai pas que on se lève la nuit puis on essaie de trouver des solutions tout en dormant. C'est pas une situation qui est facile. Ouais, en même temps, on peut pas partir en guerre contre la nature, hein, Monsieur Boucher. À quelque part, il va falloir se résigner. Dans votre cas, on peut attendre peut-être quelques années, mais il y a bien des gens là qui ont plus le choix maintenant. On l'a vu encore cette semaine à Pointe-le-Bel. Là, c'est aussi sur la Côte-Nord. Ça. Oui, vous avez absolument raison. C'est certain que c'est une grosse montagne tout ça là, qui va être dur à surmonter là pour tout le monde au Québec qui vivent le long des littorales, puis que on se rende compte que les marées ça a pas fini d'augmenter, puis ça va empirer. Mais par contre, c'est ça. Moi, il y a des dossiers qui sont toujours en étude, puis il y a des gens qui sont dans le besoin aussi là, qui attendent d'avoir des argents du ministère, je présume, puis que moi, dans mon cas, je ne suis pas encore affecté, et puis que en faisant le bon citoyen, on pourrait peut-être même donner une dérogation temporaire, puis que cet argent-là pourrait aider peut-être vraiment des gens qui attendent vraiment cet argent pour être justement être aidés. Là. En tout cas, votre demande me semble raisonnable. Est-ce que vous sentez qu'on a l'appui suffisant là pour pouvoir prendre les décisions, qu'on vous donne toute l'information dans les bons moments là? C'est sûr que la ville, je pense, a nommé quelqu'un là pour vous soutenir. Il va y avoir des paperasses à remplir, des formulaires, tout ça là. Est-ce que vous sentez que vous avez l'appui suffisant actuellement dans cette période quand même très difficile là sur le plan personnel et familial? Oui, je serais pas prêt à dénigrer la ville de Port-Cartier dans ce dossier. Ils sont là pour nous appuyer dans ça. Il y a une ligne téléphonique. On peut demander de l'aide, avoir de l'information dans nos décisions aussi, nos démarches qu'on doit prendre. Là, si on doit être relocalisé, quoi que ce soit, là, la ville a fait quand même son possible là-dedans. Là. Le ministère, on sait très bien que quand il y a tellement de gens qui sont sinistrés au Québec présentement, ça doit être des dossiers qui doivent être très difficiles à gérer. Il faut se mettre dans les bottines de ces gens-là qui ont à prendre des décisions parfois et qui sont pas nécessairement la bonne pour tous, mais qu'ils ont comme pas le choix de prendre une décision. C'est pas facile pour les fonctionnaires non plus à gérer, c'est ça que vous me dites. Non, exactement. Hein? C'est pas facile pour personne. Puis moi, en tout cas, ma demande, c'est pas pour dénigrer des décisions. Moi, c'est simplement de constater que moi, je ne suis pas affecté encore, et puis que si on m'accorde un délai supplémentaire de 4-5 ans, 6 ans, 10 ans, on sait pas, ben Christophe, ça sera toujours bien ça, puis éventuellement, j'avalerai ma pilule, comme on dit. Ouais, moi, je suis confiant pour vous, parce que quand on a été vérifier l'état de la situation là, du côté des fonctionnaires qui ont pris la décision, je pense que ça s'est fait en février, on sait qu'il y avait beaucoup de neige cette année, alors peut-être qu'ils n'ont pas vu le bon portrait, là. Il y a peut-être même quelqu'un à l'autre extrémité des 6 résidences qu'on parle qui devrait plutôt être, elle, inclus dans la zone à risque, hein? Oui, on voit là que c'est la fin de l'enrochement, et puis je sais pas comment est-ce que son dossier, cette personne
prochaine va être réglée? Ils vont-tu rajouter des roches alors que nous, on a toujours un peu évité de mettre des roches à cause des études d'environnement, les impacts et tout, là, puis que c'était pas nécessairement la solution en bout de ligne parce que ceux qui sont universitaires qui travaillent dans ce domaine-là jugent que même, on le voit en Gaspésie, sont en train sur des kilomètres d'enlever de l'enrochement puis qu'ils se rendent compte qu'effectivement, c'est mieux d'avoir une recharge naturelle puis que les vagues vont mourir sur la plage. Là. Eh bien, Monsieur Robin Boucher, un gros merci pour cette entrevue à la radio. Je pense que ça explique bien la situation. Je rappelle que vous êtes résident de Place McCormick à Sept-Îles. On vous souhaite bon courage. À Port-Cartier, oui. On vous souhaite bon courage à vous puis à tous les autres là qui vivent des problèmes avec l'érosion des berges. Dans votre cas, c'est des résidences permanentes. Il y en a qui le vivent avec leur chalet, là, qui eux ont des conditions, en fait, des propositions qui, il y a rien pour eux autres non plus, là. Non, les chalets, les résidences secondaires, je crois que le gouvernement ne rembourse rien du tout, là. Ben, bon courage pour passer à travers tout ça. Ben, gros merci, M. Saint-Pierre. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Du lundi au vendredi à 9h40 et 15h15, Aluminerie Alouette présente En bref chez nous, une chronique consacrée aux organismes à but non lucratif. Au service de la communauté depuis plus de 25 ans, Aluminerie Alouette vous permet d'en apprendre plus sur les activités organisées par les gens de chez nous. En bref, chez nous, à 9h40 et 15h15, présenté par Aluminerie Alouette. Bonjour, mon nom est Michel Delavance de Sept-Îles-Honda. Ce qui est plaisant avec la radio, c'est la rapidité de réponse, le retour. À chaque reprise qu'on a des interventions à la radio, on en ressent tout de suite les avantages. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir une présence régulière. C'est ce qui fait en sorte que les gens n'oublient pas nos produits. Attraction Radio peut répondre d'une façon très rapide à nos demandes en ce qui concerne le lien qu'on veut avoir avec notre clientèle. Faites confiance à Attraction Radio et découvrez la force d'attraction. Les douces soirées Pure FM. Allô, c'est Valérie. Quoi de mieux pour terminer la journée que de se détendre avec les meilleures balades? Tu chasses les anges qui passent, c'est la peur du silence. Ça taille à ce qu'on est Ne m'oublie pas quand il te serre dans ses bras. Au jeudi de 19h à 21h dans les 12 soirées Pure FM. Pure FM. 94.1. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. On va parler de cette activité qui avait lieu en fin de semaine dernière dans le réseau de la santé. On voulait recruter, regarder les candidatures disponibles, la compétence des gens, sans doute, pour plusieurs postes, semble-t-il. On en parle avec la chef de service aux ressources humaines au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Madame Vicky Lapierre. Bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Saint-Pierre. Il y a eu une activité du côté de Bécomo, une du côté de Sept-Îles. On a quand même ramassé, 200 candidatures en 2 jours pour le réseau de la santé. On cherche toutes sortes de monde pour toutes sortes de professions quand même, hein? Oui, exactement, Monsieur Saint-Pierre. On est actuellement en pénurie de personnel pour plusieurs titres d'emploi au CIS de la Côte-Nord et toute l'équipe des ressources humaines s'est mobilisée là, pour organiser l'activité qui avait lieu à Sept-Îles et à Bécomo en simultané. Ça s'est fait les 26 et 27 mai. On était surpris du succès, 200 candidatures. On s'attendait quand même de recevoir pas mal de monde, j'imagine? Ben écoutez, c'était une première pour nous et notre équipe, donc on savait pas à quoi s'attendre. On pensait bien avoir quelques candidatures, mais on n'aurait pas cru avoir autant de gens qui se sont présentés et surtout autant de belles candidatures. Oui, on a quand même vécu un ralentissement économique là dans l'industrie minière qui est une bonne base pour la Côte-Nord. Quand même dans le réseau de la santé, hein, les postes, les tâches peuvent être très très variées. On n'a pas besoin nécessairement d'un diplôme en infirmière là, en soins infirmiers. Non, ben écoutez, on recherche toutes sortes
sortes de métiers. Ça va des diplômés universitaires jusqu'à des gens qu'on engage pour leur expérience ou qui ont un secondaire 5. Là, ça dépend de ce qu'on peut faire là, dans le réseau de la santé. Par exemple, je peux vous donner l'exemple, on cherchait des agentes administratives, des agents d'intervention, des auxiliaires familiales, des cuisiniers, des éducateurs spécialisés, des infirmières auxiliaires. On cherchait vraiment plusieurs titres d'emploi. Il y avait vraiment beaucoup d'emplois disponibles. Ces 200 personnes-là là, sont dans un processus, finalement. Il y en a qui vont se retrouver dans une banque. Il y en a peut-être qui vont avoir des emplois plus vite que d'autres dans le réseau. Oui, absolument. Le but, c'était d'accélérer justement le processus et d'aller à la rencontre des gens, de rencontrer le plus de personnes possible. Donc, dans l'activité, les gens amenaient leur curriculum vitae. Il y avait une première entrevue qu'on appelait le speed dotation, là, excusez l'anglicisme, là, où la personne avait 10 minutes pour se vendre et si sa candidature était retenue, elle passait là, à l'étape de la deuxième entrevue de sélection. Les formulaires pour la prise des références et des antécédents judiciaires étaient signés. Donc, on allait le plus loin possible dans le processus de recrutement. Bon, c'est quand même un processus sérieux. Il n'y avait pas juste des jeunes, j'imagine. On peut rentrer dans le réseau de la santé à tout âge, hein? Oui, à tous âges. Il y avait des jeunes, il y avait des moins jeunes. Je pense que c'est intéressant d'avoir un peu de tout aussi dans le réseau de la santé. Des jeunes avec leur énergie, des personnes un peu plus âgées avec leur expérience. Donc, effectivement, là, c'était très varié comme candidature. Concrètement, on a retenu 82 dossiers de candidature à Baie-Comeau et 77 à Sept-Îles. Ça veut pas dire que ces gens-là vont avoir une job bientôt, là? Non, écoutez, ça veut pas dire qu'ils vont avoir tous un emploi parce que, comme je vous ai dit, il faut quand même compléter le processus des références et de la prise des antécédents judiciaires. Puis, dépendamment aussi des emplois qui sont disponibles, il y a des gens qui vont commencer prochainement. Il y en a d'autres qu'on va garder dans nos banques et qu'on va peut-être appeler un peu plus tard. En même temps, c'est un très gros employeur, le 6 Côte-Nord. Pas juste à Sept-Îles et Baie-Comeau non plus, hein. Il peut y avoir des emplois là-dedans à Havre-Saint-Pierre, Baie-Comeau, Blanc-Sablon, Tadoussac, Fermont. On a regardé avec cette banque de candidats-là aussi, peut-être la mobilité des gens, j'imagine? Ben, en fait, c'est que il y a aussi des emplois disponibles dans des régions plus éloignées. Puis la question était posée aux gens aussi. Est-ce que vous seriez prêts à accepter un emploi, par exemple, à Blanc-Sablon, où il y avait des postes pour Port-Cartier en Haute-Côte-Nord? Parce que vous savez, on couvre de Blanc-Sablon jusqu'à Tadoussac en passant par l'île d'Anticosti avec Shefferville, Fermont. Donc, c'est un territoire qui est très étendu et il y a actuellement plus de 3600 personnes qui travaillent pour le 6 Côte-Nord. Donc, il y a toujours un roulement, hein? C'est ça qu'il faut comprendre. Même les gens là qui ont manqué l'événement de samedi dernier à Sept-Îles, on peut encore vous envoyer le curriculum vitae, comme on dit. Absolument. Puis, c'est probablement une expérience là, qui va être répétée dans le futur. On a eu beaucoup de plaisir à aller rencontrer les gens de la population, à recevoir les candidatures et ce sera une expérience là, à répéter. Il y a entre autres le président de la CSN Côte-Nord qui me disait que ça faisait bizarre après avoir parlé de 2 ans d'austérité. Est-ce que c'est parce qu'on a trop coupé de postes dans notre réseau de la santé qu'on en arrive à une telle activité ou ça se fait ailleurs quand même aussi, hein? Ben, ça se fait ailleurs. Puis je vous dirais que la pénurie de personnel pour certains types d'emplois, c'est du côté provincial. Là. C'est pas seulement pour la Côte-Nord. Puis vous savez, vous connaissez très bien la Côte-Nord, vous aussi. Là, il y a quand même une réalité régionale pour l'attraction et surtout la rétention du personnel. Essayer de garder nos gens en région. T'sais, il peut y avoir des enjeux. Par exemple, si le conjoint quitte, ben la personne va quitter aussi le 6 pour suivre le conjoint. Donc, c'est pas nécessairement relié à ça. Là. Les conditions, ben c'est sûr que c'est régi par une convention collective. Il y a eu une négociation. Les salaires peuvent varier. Hein, quand on parle de l'entretien ménager, c'est un concierge. Ça doit pas gagner nécessairement le même montant qu'un médecin, ça, hein? Non, absolument. Là, puis comme vous l'avez si bien dit, c'est conventionné. Les salaires sont fixés d'avance à l'échelle nationale. Donc, nous, on n'a pas bien grand-chose à dire à ce sujet-là. Là. Ouais. Est-ce que c'est compliqué, le recrutement? On a organisé cette activité-là parce que vraiment, parfois, on a des postes disponibles puis qu'il y a personne qui applique dans une région comme la Côte-Nord, quoi? Non, en fait, c'est pour aller... Parce que, vous savez, on a recueilli des commentaires des gens qui nous disaient c'est facilitant de se présenter dans un événement comme ça. C'est peut-être moins intimidant. On se présente en groupe, on reçoit des explications, on sait que les gens sont là pour nous accueillir. Je vous dirais que le but, c'était vraiment de faire les choses différemment, d'innover dans nos méthodes de recrutement. Parce que c'est quand même des conditions qui, normalement, permettent de recruter. Moi, je me souviens
souviens quand je vivais à Havre-Saint-Pierre, il y avait beaucoup de médecins au Havre, sauf pour la population, parce que parfois il y a des primes, des avantages aussi. Dans le cas de cette île, il y a aussi des avantages quand même, hein? Des avantages à travailler en région, bien sûr. Comme par exemple la prime de 8%, ça existe encore, ça, dans la convention pour vos membres, là. Pour cette île Port-Cartier, c'est là, ça. Oui, tout à fait. Là, ça a été renégocié au niveau national aux dernières négociations. Eh bien, on va vous souhaiter tout le monde que vous avez besoin dans le réseau de la santé. Madame Vicky Lapierre, je rappelle que vous êtes responsable des ressources humaines. Cette activité avait lieu vendredi et samedi pour recruter dans le réseau de la santé. Un gros merci pour les informations à la radio. Merci à vous. Au plaisir. Au revoir. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio C'est-il Embellissement Nutri de Côte-Nord. Pascal Automobile est prête pour le printemps et c'est vous qui en profitez avec une offre solide sur toute sa gamme GM. Profitez de rabais jusqu'à 10 500 $ et des taux de financement aussi bas que 0% jusqu'à 84 mois. Vous pouvez aussi louer votre GM à un prix tout aussi avantageux. Des GM fiables, renouvelés et économiques à un prix plus que compétitif. Découvrez de nouveaux horizons. Tout ça chez Pascal Automobile. 70%? 70%. 70%? Oui, 70% sur une vaste majorité de lunettes en stock. La clinique d'optométrie Les Mérillons, anciennement les Barniques de Joséphine, liquide une partie de son inventaire pour faire place à ces nouveaux modèles de lunettes récemment arrivés. Apportez votre prescription ou prenez rendez-vous pour un examen de la vue et profitez de cette chance de vous offrir des lunettes à petit prix. Cette promotion prend fin le 30 juin 2017. Clinique d'optométrie Les Mérillons, 648 Boulevard L'Or, 960-2425. Il y a des matins. Allô, c'est Valérie. Tous les matins de semaine, j'ai le bonheur de commencer mes journées avec vous dès 6 heures. Actualité artistique, nouvelles locales, sujets qui vous touchent, le tout accompagné d'une dose de bonne musique et de bonne humeur. Je vous attends du lundi au vendredi de 6h à 9h. Pure FM 94.1 de Nashville à la Côte-Nord. Bonjour, ici Jean-Roch Comène. Ici Julie Darèche. Bonjour, ici Ronald Poirier, le cowboy des îles. Ici Patrick Normand. Bonjour, ici Herman Deb. Ici David Darèche. C'est un rendez-vous 94 ans ce samedi 17h. Pure FM 94.1 jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Valérie, on va parler avec Valérie de la journée des libraires qui s'en vient samedi. Il y a des belles activités, plusieurs auteurs qui vont être à Place de Ville. Tout à fait, ce sera la 2e édition de la journée des librairies indépendantes. Jean, je sais pas si tu savais que la librairie Côte-Nord à Place de Ville fait partie de ce réseau qui s'appelle les libraires et c'est ce qu'on célèbre en fin de semaine. Valérie Moret, tout d'abord, bienvenue dans Côte-Nord Attitude. Bienvenue. C'est ça, donc, les libraires. On va commencer avec ça. C'est un réseau, oui. ça, de librairies qui sont ensemble. Mais comment ça fonctionne, ça, les libraires? Bon, en fait, moi, je fais partie d'une association qui s'appelle l'Association des librairies indépendantes du Québec. On est un regroupement, c'est une coopérative. On est 107. Donc là, ça couvre aussi le Nouveau-Brunswick puis les librairies francophones de l'Ontario. Okay. On est 107 au total. On s'est réunis tous ensemble pour avoir un site de vente en ligne qui s'appelle leslibraires.ca. Ça, c'est une partie de ce que c'est. Donc ça permet aux gens de pouvoir acheter du livre numérique, acheter du livre papier, le faire livrer à la maison ou au comptoir en librairie. Sur Internet. La vente va à vous. Oui, mais la vente va au libraire choisi à la fin de la transaction. OK. Fait que si vous, là, vous venez de Chicoutimi puis vous le connaissez bien, le libraire de Chicoutimi, vous pouvez décider de l'encourager, lui. Moi, j'ai des clients de Granby, j'ai des clients d'un peu partout, des anciens de cette île qui ont gardé un lien fort avec nous autres. Ou même des gens d'ici qui le savaient pas puis qui commandent des livres sur Internet. Des fois, tu dis, je sais pas si le long en librairie, je vais le commander sur le net. Au lieu d'aller sur un site d'une grande librairie nationale dont on taira le nom, on peut aller sur leslibraires.ca puis ça fait une vente locale. Là. Depuis 3 semaines, là, vous pouvez même voir dans quelle librairie il est disponible. Donc, quand vous commandez votre livre, vous pouvez voir où il se retrouve au Québec. Donc, vous pouvez... Moi, j'ai eu une commande internationale la semaine passée. C'est la première fois, j'ai resté vraiment surpris. C'est vrai que dans l'achat de livres, on n'est pas toujours ultra pressé aussi. Des fois, on les veut vite, là, ça vient de sortir. Des fois, on est prêt à attendre aussi. On a comme un autre livre sur la table de chevet. Mais crois-moi, des fois, ça arrive qu'on est pressé. C'est les mêmes conditions de livraison, là. Donc, au-delà de 39 $ d'achat, vous avez vos livres, il n'y a pas de frais de transport. Donc, ça arrive chez vous.
Fait que oui. Quand on parle des libraires indépendants, c'est par rapport à Renaud Bré, mettons, qui a acheté Archambault, qui est la grosse structure. Ben là, là. maintenant, Vous autres êtes indépendants, c'est chaque librairie a son propriétaire, finalement. Oui, chaque librairie a son propriétaire, chaque librairie a sa personnalité aussi propre à son personnel. Puis, je dirais que moi, parce que quand je voyage, ben je vais toutes les voir, les librairies, peu importe où je suis. J'aime voir ce que les autres font. J'aime trouver des nouvelles idées. J'aime ça aussi voir les manières de fonctionner des autres, que ce soit à l'étranger ou ici. C'est une librairie, ça a une âme. Tu sais, quand on entre, on se sent bien, oui, mais je veux dire, il y a une énergie qui est différente à chaque endroit où on va. Puis c'est ce qui démarque, je te dirais, les librairies indépendantes des grandes chaînes qui sont standards. En fait, ils sont toutes pareilles, là. Ils ont toutes la même façon de placer leur c'est des normes, tu sais. Tandis que nous, ben on a chacun notre personnalité, mais on s'est regroupés ensemble pour avoir la force du nombre. Puis grâce à ça, ben on a plein d'activités qui sont super plaisantes là à proposer à nos clients, mais on a aussi une revue qui s'appelle Les Libraires, dans lequel tu chroniques d'ailleurs. Dans laquelle, ben oui, je chronique et une libraire chez nous qui s'appelle Lise Chiasson écrit des textes là-dedans. C'est une revue super intéressante, c'est un bimensuel qui est gratuit en librairie que vous pouvez aussi regarder sur internet. Donc c'est vraiment un groupe qui nous aide à faire la promotion du livre et la promotion de nos librairies. Parce que il est là le nerf de la guerre aussi, c'est de faire la promotion du livre, la promotion des auteurs aussi, c'est le propre des librairies bien sûr. Et en fin de semaine, ben c'est une grande célébration des librairies indépendantes et vous allez justement faire la promotion des auteurs de chez nous. À part de ça, il y a plein d'auteurs nord-côtiers qui vont être chez vous en fin de semaine. Ben oui, l'an passé, c'était la première édition. Donc là inspiré de d'autres événements qui avaient déjà eu lieu. Quand les clients venaient sur place, on leur offrait une fleur. Donc, on leur donnait une fleur. Mais là, c'est toujours le fun de recevoir des fleurs. Hein? Ouais. Là, les gens restaient surpris. Mais pourquoi? Ben, c'est la journée des librairies indépendantes. Aujourd'hui, on vous remercie d'être venus en librairie. Mais là, cette année, j'ai voulu faire un plus. Donc, j'ai décidé d'inviter des auteurs de la région à venir faire un tour selon un horaire établi. Là, des fois, il va y avoir deux auteurs en même temps, puis ça va se promener toute la journée. Il y en a peut-être qui vont rester toute la journée si le cœur leur en dit. Mais parmi ceux-là, c'est toi qui as la liste. Ben okay. Oui. En fait, on a Paul Lavoie. Paul Lavoie qui est aussi notre directeur de la Chambre de commerce de cette île, qui a écrit des livres. Isabelle Roy et Nathalie Caron qui ont édité des livres pour enfants chez les éditions Comté-Pinceau. Leur propre maison d'édition. Là, on a pu les voir au Salon du Livre avec leurs 12 petits livres vraiment magnifiques. On a Geneviève Martin qui a écrit Edgar et la plume d'or, qui est aussi un produit 100% nord-côtier. Là. Il y a Hélène Bouchard qui est auteure de haïku, qui va venir nous rendre visite aussi. Il y a Annick Bacon, qui est auteure du livre Kate. Et on a aussi Thérèse Bourdage et Diane Cyr du collectif Haïku Sept-Îles Côté Mer, Côté Jardin, qui vont venir en librairie pour vous rencontrer. Mais ça, je trouve ça le fun de mettre les auteurs de chez nous aussi de l'avant parce que on pourrait faire venir des auteurs avec tu sais un nom là, c'est tout le temps comme ben oui, on en a rarement de la visite, mais on en a des fois. C'est ça exactement, mais là de mettre nos auteurs de chez nous de l'avant, puis il se fait de la très très bonne littérature chez nous aussi là. On en a de très bons auteurs là. Là c'est ça que j'ai réussi à avoir là parce que il y a des gens qui pouvaient pas être là. Fait que on aurait pu être encore plus. Mais il y a un autre volet aussi à mon activité cette année, c'est que pour les tout-petits, il y a une activité en collaboration avec Dominique et compagnie. Donc, c'est le personnage Galette. Galette et Tartine aussi. Tartine, c'est sa petite sœur, je crois. Donc, il y a une activité en librairie, là. Il va y avoir plein de choses à donner, là. Des cahiers à colorier, des collants, des crayons, toutes sortes d'affaires pour les petits, là. C'est familial, samedi. Ben oui. Ben, tout à fait. Mais la lecture, c'est familial, hein. Oui, ça commence jeune, la lecture. Ouais. Est-ce que t'as beaucoup, toi, de jeunes clients? Oui, j'ai beaucoup de jeunes clients. Moi, je trouve ça vraiment magnifique de voir un enfant venir choisir un livre avec son parent. Ça, moi, ça me réjouit vraiment. Puis ils sont curieux. Ils sont curieux, puis ils lisent des choses à l'école. Puis là, ils arrivent, puis avez-vous telle chose? Puis avez-vous telle chose? Puis ils posent des questions, puis ils veulent fouiller, puis ils sont intéressés. Puis, tu sais, je vais aussi dans des expos dans les écoles. Donc, des enfants, j'en vois beaucoup. Puis c'est la fête quand on arrive, là. Tu sais, j'ai été dans une petite école à Pentecôte, là, la dernière expo que j'ai faite, puis... Ils sont 22.
Mais écoute, il était content, là, puis là, oh, regarde, tu sais, pareil au Havre-Saint-Pierre, pareil à Fermont quand on y va, Bergeron au Festilier aussi. L'émerveillement, ça devient une partie du salaire de la libraire, hein? Ben, en tout cas, moi, ça, c'est vraiment un aspect, tu sais, que ce soit, même les tout petits, là, 1 ou 2 ans, là. Ça commence jeune la lecture. Faut les éveiller très tôt. Ils sont attrayants. Le matériel est attrayant. Oui, ben, tout à fait. C'est très visuel. Moi, là, je suis curieuse parce que, tu sais, on a nos chroniques à toutes les semaines, puis on n'a pas le temps de se parler de ça, de choses un peu plus techniques. Le monde du livre en 2017, selon toi, il se porte comment? Ben, il se porte bien. Il se porte bien, je vous dirais, parce que il y a des chiffres de vente là, qui sont sortis pour 2016 qui démontrent que les ventes en librairie indépendante ont augmenté de 3,2 3,2 ça veut peut-être pas dire, tu sais, sauf que ce que ça veut dire, c'est que les gens, au lieu d'acheter leurs livres en grande surface, reviennent en librairie indépendante. Parce que oui, on peut acheter des livres partout, là. Il y en a partout à l'épicerie, quand on va, partout où on va magasiner, on envoie des livres. Ils coûtent pas toujours moins cher, mais parfois oui. Mais de se dire que les gens prennent la peine de venir dans leur librairie, choisir leurs livres, ça, c'est autre chose. Puis une augmentation, on est dans les bonnes années, mais ça n'a pas toujours été le cas. Dans 2010, là, à l'arrivée du numérique, là, il y a des libraires là, qui ont eu peur de ça. Ben c'est ça, on en parlait tantôt. On a eu peur du numérique. Finalement, ça semble pas avoir un impact si intense. Les gens l'ont essayé, peut-être, ils l'ont abandonné. Toi, tu le vois, tu les côtoies, les lecteurs, ils viennent chez vous pour acheter leurs livres. En tout cas, selon moi, je suis une lectrice, puis selon moi, il y aura rien qui va remplacer encore un livre dans mes mains. Là. Ben il y a des applications pour lesquelles c'est le fun. Il y a des gens, là, ce qu'ils me disent, c'est que quand ils partent en voyage, c'est vrai qu'amener 10 livres en voyage, c'est dur, là, dans tes valises, maintenant, là. Ouais, fait que la liseuse peut servir à ça. Elle peut servir à ça. T'as 10 livres dans ta liseuse, puis quand t'es en voyage, tu lis là-dessus. Quand t'es en maison, tu lis dans les livres papier. Il y a des gens qui l'ont complètement adopté. Mais je vous dirais que dans notre milieu, là, francophone québécois, là, ça a pas eu le boom escompté, là. Ça a pas, les Américains sont très forts là-dessus, les Français aussi. On dirait que ça s'est pas tout à fait propagé comme ils le prédisaient, là. On est peut-être plus conservateur, puis de toute façon, c'est moins beau dans une bibliothèque, un livre numérique. Moi, j'aime ça les regarder après, je trouve ça beau. Mais des livres photos, tu sais, des beaux livres qu'on laisse sur notre table à café dans le salon, est-ce qu'on peut mettre ça en numérique? Un album pour enfants avec des pop-up qui sortent, là. Est-ce qu'on peut mettre ça en numérique? Non, c'est ça. On peut avoir des applications 3D et tout le kit, là, mais je veux dire, il y a des choses il y a des applications du livre qui pourront pas jamais se présenter sur un écran. Puis c'est là où on est important comme librairie. Que le livre papier, mais il est encore très vivant. Et au niveau de l'édition québécoise, on dirait que c'est de plus en plus. C'est vraiment flamboyant comment il y en a beaucoup de livres édités par année. Là, on peut prendre l'exemple des livres de cuisine. Hein? C'est encore très populaire, ça se vend. Puis pourtant, des recettes sur Internet, on n'en qui manquent non plus. Mais là. c'est pas pareil. Mais c'est que là, les livres de recettes sont devenus lichés, esthétiques, photos. Avec des vidéos. Ça a ouvert tout qu'un autre marché. Là, tu sais, les 3 fois par jour de ce monde, là. Oui. Mais là, le style de ces livres-là, là, mais là, il y en a, là, c'est incroyable. Vraiment. Oui, effectivement. Donc, moi, je suis contente d'entendre ça. Le livre est vivant. Ça me fait plaisir. Et, on va aller vous voir samedi pour cette deuxième édition, de la journée des librairies indépendantes. Donc, c'est à la librairie, Côte-Nord, à Place de Ville. Plein d'auteurs nord-côtiers qui seront là, les auteurs qui vous font une fleur. Valérie Moret, merci beaucoup d'être venue nous voir ce midi. Ça fait plaisir. On conclut l'émission Côte-Nord Attitude en parlant du marché mondial de l'aluminium avec Rossel Tremblay. C'est la chronique économique qui s'en vient. Attitude. Êtes-vous prêt pour la prochaine vague de chaleur? Pour vos parties de golf, toutes vos activités estivales et pour la fête des pères? Une chose est certaine, c'est qu'à la mercerie Armand Charrette, nous sommes prêts à vous habiller. Bermuda réduit de 20%. T-shirt colorant et polo réduit de 20%. Jeans réduit de 20%. Et plusieurs autres suggestions en magasin. Encore indécis pour le cadeau de papa? Optez pour un chèque cadeau. Soyez prêts pour l'été avec les vêtements de la mercerie Armand Charrette. 459 Avenue Brochu. Bonheur PM. Allô, c'est David. C'est moi qui ai le bonheur de vous accompagner pour votre retour à la maison. Je vous propose une émission simple où se côtoie un peu d'infos, de sport, de potins showbiz, un brin de folie et surtout la meilleure musique. Je vous attends du lundi au jeudi dès 15h. Pure FM 94.1. La chronique économique vous est présentée par Développement économique Sept-Îles.
Dans notre chronique aujourd'hui, on parle d'un événement qui avait lieu à Saguenay la semaine dernière, le salon de la vallée de l'aluminium. Russell Tremblay de Développement économique Sept-Îles y était. Bonjour Russell. Allô Jean. Alors c'était très intéressant semble-t-il, hein, le salon de la vallée de l'aluminium. On se souvient qu'historiquement c'était seulement le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la vallée de l'aluminium. La Côte-Nord est un peu exclue. Hein? Oui, en fait, historiquement, on avait travaillé beaucoup pour amener de la transformation sur le territoire, mais beaucoup d'initiatives qu'on avait mises en place à partir de Développement économique Sept-Îles qui ont échoué pour toujours des raisons différentes. En 2011, je crois, en 2010-2011, quand ils ont renouvelé pour la vallée d'aluminium, on était supposé d'être dedans la Côte-Nord. Mais dans les dernières discussions, dans les dernières rondes de discussion, la Côte-Nord a été enlevée de la vallée d'aluminium. Heureusement, ou malheureusement pour les gens du Saguenay, tous les crédits d'impôt qui sont reliés à la vallée de l'aluminium vont disparaître ou sont déjà disparus. Donc, c'est vraiment, là, tout le monde va se battre à armes égales pour la transformation. De notre côté, le gouvernement veut quand même transformer de l'aluminium. Donc, ça sera plus seulement au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui vont en avantage, c'est vraiment l'ensemble du Québec. Donc, toutes les initiatives qui sont amenées par le gouvernement ne profiteront plus seulement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais vraiment à tout le monde. Ouais, faut dire qu'il y a une certaine logique à ça. Hein. Il y a 2 grosses alumineries, une à Bécomo, une à Sept-Îles, la plus grosse des Amériques à Sept-Îles. Il n'y avait pas de logique à être exclu non plus, là. Si on parle juste c'était politique, peut-être. Vraiment. En fait, juste simplement au niveau de la production d'aluminium primaire, la Côte-Nord fait quasiment 1 million de tonnes par année. L'usine d'Alouette et celle d'Alcoa à Bécomo. Et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on parle d'à peu près 1,2 million de tonnes par année. Donc, on voit qu'on n'était pas tellement loin en termes de production d'aluminium primaire. Donc, logiquement, la vallée de l'aluminium, c'était vraiment le Saguenay-Lac-Saint-Jean Côte-Nord, mais malheureusement, dans un contexte politique, on n'était pas intégré. Par contre, la transformation de l'aluminium, comme tu l'as dit, il y a eu diverses tentatives à cette île. Ça n'a pas toujours été les crédits d'impôt qui manquaient. Est-ce qu'on est, dans une région où c'est plus difficile de se lancer dans des projets de deuxième transformation, parce que ce qu'on fait là, c'est de l'aluminium en fusion du lingot ici. Étonnamment, même au Saguenay-Lac-Saint-Jean, quand on dit que c'était la vallée de l'aluminium, ils font pas beaucoup de transformation de l'aluminium. Ils sont beaucoup des équipementiers parce que là, les alumineries sont à côté de eux. Mais même au Saguenay, ils ont les mêmes problèmes que nous, c'est-à-dire un éloignement géographique. Donc, quand tu fais de la transformation de l'aluminium, si tu vises des marchés de consommation, c'est beaucoup plus intéressant d'aller carrément près des marchés de consommation parce que tu sauves au moins deux frais de transport quand tu fais des produits de ce type-là. Nous, ce qui est plus nos avantages, c'est de dire, si on fait des produits pour la grande entreprise, donc soit faire des équipements pour la grande entreprise, ou soit carrément faire des produits pour des grands chantiers de construction, les minières, quoi que ce soit, c'est là qu'on est près des marchés de consommation. Donc, c'est là-dedans que les créneaux sont plus intéressants. Au Saguenay, les grands succès qui se sont passés, surtout au niveau équipementier. Donc, qui sont devenus, qui ont utilisé leur jardin d'entreprise sur place pour aller par la suite à l'extérieur du pays pour vendre leurs produits. C'est là qu'ils vont chercher un plus là en termes de création d'emplois générés par l'industrie de l'aluminium, à part le première fusion, eux autres aussi, c'est le même genre finalement d'aluminerie qu'ici, à Arvida, puis à Alma, puis à La Terrière au Saguenay. Là. Il y a quand même un programme, il a été présenté sur place au Salon de la vallée de l'aluminium, export équipementier. Ici, on pourrait peut-être justement développer davantage ce secteur-là, utiliser le programme aussi. Oui, effectivement, on a vu, on a pu prendre connaissance d'un nouveau programme qu'ils ont mis en place là-bas avec la vallée de l'aluminium. Ils regroupent des entreprises exportatrices ou des gens manufacturiers qui sont des équipementiers pour des alumineries. Ils ont ciblé le Moyen-Orient qui a beaucoup d'alumineries et pour diminuer les frais qu'on fait d'exportation, c'est toujours onéreux en termes termes financiers, en termes de ressources humaines également. Donc, ils se sont regroupés. Ils ont mis des spécialistes du Moyen-Orient à travers ça pour leur donner des coups de main pour rentrer là-bas. Donc, au lieu d'être une seule entreprise qui a tout le fardeau de faire de l'exportation, c'est vraiment le groupe qui le prend avec l'aide de certains programmes gouvernementaux pour diminuer les frais en termes de ressources humaines, en termes de frais financiers également, et aussi diminuer le risque que ce soit un échec de faire de l'exportation parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de... C'est pas nécessairement facile de faire de l'exportation, mais ça peut être très payant à long terme. Donc, pour eux, ils ont décidé de mettre ça en place. Et ils ont dit lors du salon que c'était ouvert aussi à d'autres entreprises, pas seulement celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, nous, on a eu des discussions avec les gens qui gèrent le programme et ils nous demandaient voir s'il y avait des entreprises de la région de la Côte-Nord qui étaient des bons équipementiers pour Alouette, pour Alcoa, qui pourraient peut-être intégrer cette cohorte-là pour essayer de vendre aux alumineries du Moyen-Orient. Donc, c'est un appel à toutes les entreprises de la région pour qui ça les intéresse de peut-être sonder ce genre de marché-là. Et pour le développement économique Sept-Îles, ça veut dire du travail de terrain à faire aussi auprès de nos PME là, qu'on connaît, qui sont proches, puis on sait à peu près ce qui se passe, j'imagine, en sous-traitance chez Alouette aussi. J'imagine que là,
Marcel, le salon de la vallée de l'aluminium à Saguenay, ça a peut-être été aussi un bon moment pour se mettre à jour, hein. C'est très mondial, les marchés de l'aluminium ici, là. Ce qui sort de la côte nord de cette île Bécomo, ça embarque sur des bateaux puis ça s'en va un peu partout à travers le monde. Il y a Rio Tinto, il y a d'autres partenaires derrière Alouette aussi. Est-ce que c'est un marché, ça s'améliore la situation parce que un peu comme le fer, il y a eu un ralentissement là, les prix ont baissé aussi. En fait, au niveau de l'aluminium, c'était quand même assez surprenant parce que la demande est en croissance, mais les prix étaient en diminution dans les dernières années. La tendance devrait être quand même encore à la croissance avec des prix qui sont quand même relativement stables et peut-être des petites hausses. Un petit peu les prédictions qui nous ont montré. Mais un des grands constats, c'est que les stocks mondiaux, si on exclut la Chine, sont en diminution au niveau de l'aluminium. Donc, oui, en Chine, ils stockent beaucoup d'aluminium, ils achètent tout l'aluminium. C'est un marché qui est très, très fort là-bas. Mais le gros de leur production, eux, ils essaient pour leur production à eux autres, leur construction en Chine. Donc, quand on voit les diminutions des stocks ailleurs dans le monde, ça peut être une opportunité qui va nous dire qu'à moyen ou long terme, peut-être que les prix vont peut-être augmenter parce que la Chine va produire pour elle-même et va beaucoup moins se concentrer sur l'exportation. Donc, il y a un risque, si on va dans un grand échiquier mondial, si on voit que les stocks à l'extérieur de la Chine sont relativement vides et que les Chinois ont tout le contrôle de l'aluminium, là, ça va devenir des opportunités pour l'ensemble des autres producteurs d'aluminium primaire à l'échelle mondiale. Oui, on sait qu'il y a toujours un projet de phase 3 à l'aluminerie Alouette. On parle pas au nom de la compagnie, là, à développement économique cette-île, mais il y avait aussi les Américains qui ont déjà été un gros joueur. Il y a plusieurs alumineries qui ont fermé. Ça a peut-être aidé là, pour la Côte-Nord. Il n'y a pas un risque avec Donald Trump qu'on réouvre des alumineries aux États-Unis qui nous ferait compétition? On a eu une conférence de haut niveau avec l'ancien premier ministre du Québec, Pierre-Marc Johnson, qui est rendu un négociateur pour le Canada dans ses ententes de libre-échange. Et il est venu nous annoncer une bonne nouvelle. Probablement que le 1er juillet, il va y avoir une entente de libre-échange avec l'Union européenne. Donc, c'était quand même un grand gain qu'on avait, le Canada, par rapport à l'Union européenne, parce qu'on n'est pas un gros marché au Canada versus l'Union européenne. Et d'avoir réussi à avoir cette entente-là, c'est un gros gain pour nos entreprises qui veulent sonder le marché européen. L'autre côté, c'est sûr qu'il est un petit peu diplomate, M. Johnson, il a marché sur des œufs pour parler de la situation avec les États-Unis, parce que, bon, il y a beaucoup d'incertitudes, ils savent pas comment que ça va aller, toute la question de l'ALENA. Mais si on y va juste strictement au niveau du marché de l'aluminium, il y a plus. En fait, je pense qu'il reste entre 1 et 4 alumineries aux États-Unis. Donc, si des fois les Américains décident de fermer leurs frontières sur l'industrie de l'aluminium, ça va extrêmement faire mal. Monsieur Johnson nous parlait que il y a 9 millions d'Américains qui vivent des relations entre le Canada puis les États-Unis. Donc, 9 millions d'Américains qui travaillent en raison des échanges qu'on a. Ça devient difficile de dire qu'on ferme totalement les frontières. Donc, point de vue de l'aluminium, quand tu n'as plus d'aluminerie sur le territoire, si on ferme carrément les frontières puis on met des surtaxes pour les produits canadiens, ça va peut-être tout le marché automobile américain qui va en souffrir parce qu'ils ont besoin d'aluminium pour leurs véhicules, leur Ford F-150, tous les modèles. C'est rendu la grande mode au niveau mondial d'utiliser de l'aluminium dans les véhicules récréatifs et tout ça. Donc ça devient qu'ils peuvent pas couper totalement les ponts. Et on se bat souvent là, on est très près, même si on est deux pays distincts, le Canada et les États-Unis, on vit sur les mêmes réglementations. Il n'y a pas des gros changements. On n'est vraiment pas dans la même situation que la Chine, qui au point de vue environnemental, on se fout un peu des plans d'environnement, on se fout un peu des droits humains, on se fout un peu des règles économiques également. Le Canada et les États-Unis sont très près là en termes de gestion de leur nation. Donc, oui, on peut avoir certaines petites craintes parce qu'on a de l'incertitude reliée à ces décisions, parce qu'on ne sait pas comment qui va décider de négocier. Mais au final, on peut pas vraiment couper totalement les liens entre les deux nations. Il y a trop d'Américains qui en dépendent de ces relations-là. Eh bien, c'est à suivre, hein? Puis je pense que le salon de la vallée de l'aluminium à Saguenay la semaine dernière, c'est un bon endroit pour se mettre à jour. On voit qu'il y avait des invités de prestige, dont Pierre-Marc Johnson et Russell Tremblay. Toi, t'étais plus là pour être à l'écoute, finalement, hein? Oui. T'as pris des notes en masse, là. Ouais, c'était très intéressant. Il y a peut-être un point qui est intéressant aussi qu'on a vu. On parle beaucoup de 4.0 dans l'industrie minière. Je sais qu'il y avait eu des conférences, là, il y a quelques
temps d'ici. Il y a le cégep qui est très proactif, c'est le cégep de cette île. Mais au niveau de l'aluminium, c'est rendu la nouvelle mode qu'ils doivent mettre en place. Donc, fondamentalement, le 4.0, c'est de ramasser le plus de données possible et de faire une gestion des données pour améliorer nos processus. Je sais que chez Alcan au Saguenay, ils ont créé c'est ce qu'ils ont annoncé, ils ont créé un centre pour vraiment faire une gestion de données, faire un big data de toutes les données. Quand est-ce qu'il faut qu'on change nos anodes sans qu'on handicape notre production? Quand est-ce qu'il faut qu'on mette notre bauxite? Quand est-ce qu'il faut mettre l'aluminium? Donc, à quel ampérage que c'est le plus performant? Donc, c'est le genre de données qu'on va chercher. Et vu qu'on a un cégep qui est très performant, enfin, possiblement le meilleur là présentement au niveau du Québécois dans toute la question du 4.0, il y a peut-être une opportunité de s'ingérer aussi au niveau de l'aluminium et l'industrie de l'aluminium et de venir faire des expertises bien précises. Peut-être des PME aussi qui pourraient se spécialiser dans la gestion des données au niveau de l'aluminium. Donc, c'est toutes des opportunités qu'on doit creuser suite à l'événement qu'on est allé participer la semaine passée. Et on s'échange l'information. On sait que c'est Rio Tinto qui est à Saguenay, puis c'est un des actionnaires d'Aluminerie Alouette. Fait que sûrement que ce genre d'informations-là circule aussi. Russell Tremblay, un gros merci pour cette chronique économique aujourd'hui. Je te remercie beaucoup, Jean. La chronique économique était une présentation de Développement économique Sept-Îles. Ben Valérie, ça complète notre émission Côte-Nord Attitude. Demain, on va s'entretenir avec le chef de l'opposition, Jean-François Lisée. Il s'en vient à Sept-Îles passer 2 jours. Exactement, il y aura un 5 à 7. Hein? Il y a une assemblée de réflexion, aussi un congrès du Parti québécois samedi à Sept-Îles. Demain, il est encore à Montréal, mais on va lui parler par téléphone. Il va nous parler de son voyage sur la Côte-Nord qui s'en vient. Donc voilà, je serai en co-animation avec Tommy Auger. Toi, t'as fini ta semaine J'ai le terminé midi, ma semaine. Mais t'as pas fini ta semaine. Oui, ailleurs. non, c'est ça, parce qu'il reste encore des émissions et on a encore une belle semaine devant nous. Merci beaucoup, Jean, pour ces 2 midis. Merci, au revoir tout le monde.